Le titre du livre fait référence à deux modes de pensée, qu'il désigne comme suit. Système 1, la pensée instantanée, inconsciente, automatique, émotionnelle et intuitive. Système 2, la pensée plus lente, consciente, rationnelle, raisonnée et délibérée. Expertise. Intuition de l'expert, la situation a fourni un indice, ce signal a permis à l'expert d'accéder à des informations stockées en mémoire et l'information fournit la réponse. L'intuition n'est ni plus ni moins qu'une reconnaissance. Des intuitions valables se développent lorsque les experts ont appris à reconnaître les éléments familiers d'une nouvelle situation et à agir de manière appropriée à celle-ci. Le livre de Philip Tetlock, Expert Political Judgment, How Good Is It? Comment pouvons-nous le savoir? A rassemblé plus de 80 000 prédictions. Les experts ont obtenu de moins bons résultats que s'ils avaient simplement attribué des probabilités égales. Même dans la région qu'ils connaissaient le mieux, les experts n'étaient pas significativement meilleurs que les non-spécialistes. Les personnes qui passent leur temps et gagnent leur vie à étudier un sujet particulier produisent de moins bonnes prévisions que les singes lanceurs de fléchettes. Les personnes les plus informées sont souvent moins fiables. La raison en est que la personne qui acquiert plus de connaissances développe une illusion accrue de ses compétences et devient trop confiante de manière irréaliste. Les hérissons savent une chose importante et ont une théorie sur le monde. Ils rendent compte d'événements particuliers dans un cadre cohérent, sont pleins d'impatience envers ceux qui ne voient pas les choses à leur façon et sont confiants dans leurs prévisions. Ils sont également particulièrement réticents à admettre leur erreur. Il est beaucoup plus facile de viser la perfection quand on ne s'ennuie jamais. Flo sépare clairement les deux formes d'effort, la concentration sur la tâche et le contrôle délibéré de l'attention. Dans un état de fluidité, le maintien d'une attention focalisée sur ses activités absorbantes ne nécessite aucun effort de maîtrise de soi, libérant ainsi des ressources qui peuvent être affectées à la tâche à accomplir. Beaucoup de gens sont trop confiants, enclins à faire trop confiance à leurs intuitions. Ils trouvent apparemment l'effort cognitif au moins légèrement désagréable et l'évitent autant que possible. Mettre les participants de bonne humeur avant le test en leur faisant penser à des pensées joyeuses a plus que doublé la précision. Un résultat encore plus frappant est que les sujets malheureux étaient totalement incapables d'exécuter la tâche intuitive avec précision, leurs suppositions n'étaient pas meilleures que le hasard. L'humeur influe évidemment sur le fonctionnement du système 1. Lorsque nous sommes mal à l'aise et malheureux, nous perdons contact avec notre intuition. Lorsqu'ils sont de bonne humeur, les gens deviennent plus intuitifs et plus créatifs, mais aussi moins vigilants et plus sujets aux erreurs de logique. Là encore, comme dans le cas du simple effet d'exposition, le lien a un sens biologique. La bonne humeur est le signe que tout va bien en général, que l'environnement est sûr et qu'il est normal de baisser la garde. Une mauvaise humeur indique que les choses ne vont pas très bien, qu'il peut y avoir une menace et que la vigilance est de mise. La surprise elle-même est l'indication la plus sensible de la façon dont nous comprenons notre monde et de ce que nous en attendons. La fonction principale du système 1 est de maintenir et de mettre à jour un modèle de votre monde personnel qui représente ce qui est normal. Lorsque le système 2 sera activé, nous croirons presque tout. Le système 1 est crédule et a tendance à croire. Le système 2 est chargé de douter et d'incrédulité. Mais le système 2 est parfois occupé et souvent paresseux. Pour comprendre une affirmation, il faut d'abord essayer d'y croire. Il faut d'abord savoir ce que l'idée signifierait si elle était vraie. Ce n'est qu'alors que vous pourrez décider de ne pas y croire ou non. La première tentative d'y croire est un fonctionnement automatique du système E1. L'incrédulité est une opération du système 2. Les opérations de mémoire associative contribuent à un biais de confirmation générale. Quand on lui a demandé « Est-ce que Sam est sympathique ?» Différents exemples du comportement de Sam vous viendront à l'esprit que si on vous avait demandé « Sam est-il inamical ?» Une recherche délibérée de preuves confirmantes, connue sous le nom de stratégie de test positif, permet également au système 2 de tester une hypothèse. Contrairement aux règles des philosophes des sciences, qui conseillent de tester des hypothèses en tentant de les réfuter, les gens et les scientifiques, bien souvent, recherchent des données susceptibles d'être compatibles avec les croyances qu'ils entretiennent actuellement. Le biais de confirmation du système favorise l'acceptation non critique des suggestions et l'exagération de la probabilité d'événements extrêmes et improbables. Définition de l'intuition selon Herbert Simon. L'expertise dans un domaine n'est pas une compétence unique, mais plutôt un vaste ensemble de mini-compétences. La confiance que les gens ont en leurs intuitions n'est pas un indicateur fiable de leur validité. En d'autres termes, ne faites confiance à personne, y compris à vous-même, pour vous dire à quel point vous devez vous fier à son jugement.
Quand les jugements reflètent-ils une véritable expertise, un environnement suffisamment régulier pour être prévisible est l'occasion d'apprendre ces régularités par une pratique prolongée. Lorsque ces deux conditions sont remplies, les intuitions sont susceptibles d'être qualifiées. On ne peut pas se fier à l'intuition en l'absence de régularité stable dans l'environnement. Si l'environnement est suffisamment régulier et si le juge a eu l'occasion d'en connaître les régularités, le mécanisme associatif reconnaîtra les situations et générera des prévisions et des décisions rapides et précises. Vous pouvez vous fier aux intuitions de quelqu'un si ces conditions sont réunies. Lorsque vous évaluez l'intuition d'un expert, vous devez toujours vous demander s'il existe une opportunité adéquate d'apprendre les indices, même dans un environnement normal. Croit-il vraiment que l'environnement des startups est suffisamment régulier pour justifier une intuition qui va à l'encontre des taux de base? Avait-il vraiment eu l'occasion d'apprendre? Dans quelle mesure les commentaires qu'il a reçus sur ses jugements ont-ils été rapides et clairs? La bonne façon d'obtenir des informations auprès d'un groupe n'est pas de commencer par une discussion publique, mais de recueillir confidentiellement le jugement de chacun. Tirer des conclusions hâtives. Le moyen de bloquer les erreurs provenant du système. Un est son principe simple, reconnaissez les signes indiquant que vous vous trouvez dans un champ de mine cognitif, ralentissez et demandez des renforts au système 2. Lorsque vous voyez des lignes avec des nageoires pointant dans des directions différentes, vous reconnaîtrez qu'il ne faut pas vous fier à vos impressions de longueur. Malheureusement, cette procédure judicieuse est les moins susceptible d'être appliquée au moment où elle est le plus nécessaire. Les organisations sont meilleures que les individus lorsqu'il s'agit d'éviter les erreurs, car elles réfléchissent naturellement, plus lentement, et ont le pouvoir d'imposer des procédures ordonnées. Les organisations peuvent instituer et faire appliquer des listes de contrôle utiles. Lorsque la question est difficile et qu'aucune solution adaptée n'est disponible, l'intuition a encore une chance. Une réponse peut venir rapidement à l'esprit, mais il ne s'agit pas d'une réponse à la question initiale. Lorsque nous sommes confrontés à une question difficile, nous répondons souvent à une question plus facile, généralement sans remarquer la substitution. Une question simple, qu'est-ce que j'en pense, répond à une question beaucoup plus difficile, qu'est-ce que j'en pense. Le système génère sans effort des impressions et des sentiments qui sont les principales sources des croyances explicites et des choix délibérés du système 2. Les opérations automatiques du système génèrent des schémas d'idées étonnamment complexes, mais seul le système 2, plus lent, peut construire des pensées en une série ordonnée d'étapes. Vous pouvez également ressentir une poussée d'attention consciente chaque fois que vous êtes surpris. Le système 2 est activé lorsqu'un événement est détecté qui enfreint le modèle du monde maintenu par le système 1. La plupart de ce que votre système 2 pensée est faite provient de votre système 1, mais le système 2 prend le relais lorsque les choses se compliquent, et il a normalement le dernier mot. La vigilance continue n'est pas nécessairement une bonne chose, et ce n'est certainement pas pratique. Remettre constamment en question notre propre façon de penser serait incroyablement fastidieux, et le système 2 est beaucoup trop lent et inefficace pour remplacer le système 1 dans la prise de décision de routine. Le mieux que nous puissions faire est de trouver un compromis. Apprenez à reconnaître les situations dans lesquelles des erreurs sont probables, et efforcez-vous d'éviter les erreurs graves. Tout ce qui occupe votre mémoire de travail réduit votre capacité à penser. Les questions de test ont été choisies car elles invitent également à une réponse intuitive, à la fois convaincante et erronée. Les étudiants qui ont obtenu une note très faible à ce test, leur fonction de supervision du système 2 est faible, ont tendance à répondre aux questions dès la première idée qui leur vient à l'esprit, et ne sont pas disposés à investir les efforts nécessaires pour vérifier leurs intuitions. Les personnes qui suivent leurs intuitions à propos des énigmes sans esprit critique sont également enclines à accepter d'autres suggestions du système E. En particulier, ils sont impulsifs, impatients et désireux de recevoir une gratification immédiate. Qu'est-ce qui rend certaines personnes plus vulnérables que d'autres au biais de jugements? Stanovich a publié ses conclusions dans un livre intitulé « Rationality and the Reflective Mind ». La pensée superficielle ou paresseuse est une faille de l'esprit réflexif, un échec de rationalité. La rationalité doit être distinguée de l'intelligence. Lorsque les informations sont rares, ce qui est courant, le système fonctionne comme une machine permettant de tirer des conclusions hâtives. Vous n'avez pas commencé par demander « qu'est-ce que j'aurais besoin de savoir avant de me faire une opinion sur la qualité du leadership d'une personne ». Le système 1 s'est mis à fonctionner tout seul dès le premier adjectif. La combinaison d'un système 1 en quête de cohérence avec un système 2 paresseux implique que le système 2 approuvera de nombreuses croyances intuitives qui reflètent fidèlement les impressions générées par le système 1. Sur la base d'une brève exposition à des photographies et sans aucun contexte politique, dans environ 70 des courses au poste de
sénateurs, de membres du Congrès et de gouverneurs, le gagnant des élections était le candidat dont le visage avait obtenu une note de compétence plus élevée. Un aspect remarquable de votre vie mentale est que vous êtes rarement perplexe. Vous avez des sentiments et des opinions intuitives sur presque tout ce qui se présente à vous. Vous avez souvent des réponses à des questions que vous ne comprenez pas complètement en vous appuyant sur des preuves que vous ne pouvez ni expliquer ni défendre. Si une réponse satisfaisante à une question difficile n'est pas trouvée rapidement, Système 1 trouvera une question connexe plus facile et y répondra. Si on leur avait donné un temps indéfini et s'ils avaient été invités à suivre la logique et à ne pas répondre avant d'être sûrs de leur réponse, je pense que la plupart de nos sujets auraient évité l'erreur de conjonction. Cependant, leurs vacances ne dépendaient pas d'une bonne réponse. Ils y ont consacré très peu de temps et se sont contentés de répondre comme si on leur avait simplement demandé leur avis. La paresse du système 2 est un fait important de la vie. Suivre nos intuitions est plus naturel et en quelque sorte plus agréable que d'agir contre elles. Vous ne pouvez pas vous empêcher de traiter les informations limitées dont vous disposez comme s'il s'agissait de tout ce qu'il y avait à savoir. Vous construisez la meilleure histoire de possible à partir des informations dont vous disposez. Et si c'est une bonne histoire, vous y croyez. Paradoxalement, il est plus facile de construire une histoire cohérente quand on en sait peu, quand il y a moins de pièces à rentrer dans le puzzle. Notre conviction réconfortante que le monde a du sens repose sur une base solide, notre capacité presque illimitée à ignorer notre ignorance. Des preuves médiocres peuvent constituer une très bonne histoire. Pour certaines de nos croyances les plus importantes, nous n'avons aucune preuve, si ce n'est que les personnes que nous aimons et en qui nous avons confiance ont ces croyances. Les illusions cognitives peuvent être plus tenaces que les illusions visuelles. Ce que vous avez appris sur l'illusion de Müller-Lyer n'a pas changé votre façon de voir les lignes. L'intuition ajoute de la valeur, mais seulement après une collecte disciplinée d'informations objectives et une notation rigoureuse de traits distincts. Ne vous fiez pas simplement à votre jugement intuitif, qu'il s'agisse du vôtre ou de celui des autres, mais ne le rejetez pas non plus. Statistique. Les gens ont tendance à appliquer la pensée causale de manière inappropriée à des situations qui nécessitent un raisonnement statistique. La pensée statistique tire des conclusions sur des cas individuels à partir des propriétés des catégories et des ensembles. Malheureusement, le système 1 n'est pas capable d'adopter ce mode de raisonnement. Le système 2 peut apprendre à penser de manière statistique, mais peu de personnes reçoivent la formation nécessaire. Depuis la même urne, 2 comptoirs en marbre très patients se relaient. Jack tire 4 billes à chaque essai, Jill en tire 7. Ils enregistrent tous les deux chaque fois qu'ils observent un échantillon homogène, tout blanc ou tout rouge. S'ils durent assez longtemps, Jack observera des résultats aussi extrêmes plus souvent que Jill, d'un facteur 8. Les pourcentages attendus sont de 12,5 et 1,56. Encore une fois, pas de marteau, pas de cause à effet, mais un fait mathématique des échantillons de 4 billes donne des résultats extrêmes, plus souvent que des échantillons de 7 billes. Imaginez maintenant la population des États-Unis sous forme de billes dans une urne géante. Certaines billes sont marquées K et C pour le cancer du rein. Vous tirez des échantillons de billes et vous peuplez chaque comté à tour de rôle. Les échantillons ruraux sont plus petits que les autres échantillons. Tout comme dans le jeu de Jack et Jill, les résultats extrêmes, taux de cancer très élevés et ou très faibles, sont plus susceptibles de se produire dans les comtés peu peuplés. C'est tout ce qu'il y a dans cette histoire. Les gens devraient considérer leurs intuitions statistiques avec prudence et remplacer la formation d'impression par des calculs dans la mesure du possible. Nous avons tendance à exagérer l'uniformité et la cohérence de ce que nous voyons. La confiance exagérée des chercheurs dans les leçons que l'on peut tirer de quelques observations est étroitement liée à l'effet de halo, le sentiment que nous avons souvent de connaître et de comprendre une personne dont nous ne savons en fait que très peu. Le mécanisme associatif cherche des causes. La difficulté que nous rencontrons avec les régularités statistiques c'est qu'elles nécessitent une approche différente. Au lieu de se concentrer sur la façon dont l'événement en question s'est produit, le point de vue statistique le relie à ce qui aurait pu se produire à la place. Rien de particulier ne l'a fait devenir ce qu'il est, le hasard l'a choisi parmi ses alternatives. Notre prédilection pour la pensée causale nous expose à de graves erreurs dans l'évaluation du caractère aléatoire d'événements véritablement aléatoires. Les mauvaises écoles ont également tendance à être plus petites que la moyenne. La vérité essente est que les petites écoles ne sont pas meilleures en moyenne, elles sont simplement plus variables. Une limitation fondamentale de la capacité de notre esprit à faire face à de petits risques, soit nous les ignorons complètement, soit nous leur accordons beaucoup trop de poids. Rien entre les deux. Nous avons tendance à surpondérer les petits risques et sommes prêts à payer bien plus que prévu pour les éliminer complètement.
Lorsqu'un événement improbable attire l'attention, nous lui attribuons beaucoup plus de poids que ne le mérite sa probabilité. Réduire ou atténuer le risque n'est pas suffisant pour éliminer l'inquiétude, il faut ramener la probabilité à zéro. Les gens surestiment les probabilités d'événements improbables. Les personnes prennent en compte des événements improbables dans leurs décisions. Quelle est la probabilité qu'un bébé né dans votre hôpital local sorte dans les 3 jours? On vous a demandé d'estimer la probabilité que le bébé rentre à la maison. Mais vous vous êtes presque certainement concentré sur les événements qui pourraient empêcher un bébé de sortir dans les délais normaux. Notre esprit a la capacité utile de se concentrer spontanément sur tout ce qui est étrange, différent ou inhabituel. L'événement improbable est devenu central. Votre estimation de la fréquence des problèmes était trop élevée. L'exécution réussie d'un plan est spécifique et facile à imaginer lorsque l'on essaye de prévoir le résultat d'un projet. En revanche, l'alternative de l'échec est diffuse, car il existe d'innombrables façons de mal tourner. Les entrepreneurs et les investisseurs qui évaluent leurs perspectives ont tendance à surestimer leurs chances et à surévaluer leurs estimations. Le poids de décision pour une chance de 90 était de 60 et 11,2 et le poids de décision pour une chance de 10 était de 18,6. L'évaluation des paris était beaucoup moins sensible à la probabilité lorsque les résultats fictifs étaient émotionnels que lorsque les résultats étaient des gains ou des pertes d'argent. La crainte d'un choc électrique imminent n'était essentiellement pas corrélée à la probabilité de recevoir le choc. La simple possibilité d'un choc a déclenché une réaction de peur totale. L'urne A contient 10 billes, dont une rouge. L'urne B contient 100 billes, dont 8 rouges. 30 à 40 des élèves choisissent l'urne contenant le plus grand nombre de billes gagnantes plutôt que celle qui offre les meilleures chances de gagner. Si votre attention est attirée par les billes gagnantes, vous n'évaluez pas le nombre de billes non gagnantes avec le même soin. Les images éclatantes contribuent à la négligence du dénominateur. Les événements à faible probabilité sont beaucoup plus pondérés lorsqu'ils sont décrits en termes de fréquence relative, combien que lorsqu'ils sont énoncés en termes plus abstraits de chance, de risque ou de probabilité. Quelle probabilité? Comme nous l'avons vu, le système traite bien mieux les individus que les catégories. Une maladie qui tue 1286 personnes sur 10 000 a été jugée plus dangereuse qu'une maladie qui tue 24,4 personnes sur 100. Amorçage, ancrage. Vos actions et vos émotions peuvent être déclenchées par des événements dont vous n'êtes même pas au courant. L'admonestation courante qui consiste à agir avec calme et gentillesse, peu importe ce que vous ressentez, est un très bon conseil. Vous serez probablement récompensé en vous sentant calme et gentil. Les personnes pressées par l'argent deviennent plus indépendantes qu'elles ne le seraient sans le déclencheur associatif. Ils ont persévéré presque 2 fois plus longtemps pour tenter de résoudre un problème très difficile avant de demander de l'aide à l'expérimentateur, preuve flagrante d'une autonomie accrue. Les personnes pressées par l'argent sont également plus égoïstes, elles étaient beaucoup moins disposées à passer du temps à aider un autre étudiant qui faisait semblant d'être confus au sujet d'une tâche expérimentale. Lorsqu'un expérimentateur a maladroitement laissé tomber un tas de crayons sur le sol, les participants, qui avaient de l'argent inconsciemment en tête, ont ramassé moins de crayons. Les étudiants de premier cycle à court d'argent ont également montré une plus grande préférence pour la solitude. Le thème général de ces résultats, et que la notion d'argent favorise l'individualisme, une réticence à s'impliquer avec les autres, à dépendre des autres ou à accepter les demandes des autres. La psychologue à l'origine de cette recherche remarquable, Kathleen Voss, vivre dans une culture qui nous entoure de rappels d'argent peut influencer notre comportement et nos attitudes d'une manière que nous ne connaissons pas et dont nous ne sommes peut-être pas fiers. Certaines cultures rappellent fréquemment le respect à leurs membres, respect à leurs membres, d'autres rappellent constamment Dieu à leurs membres, et certaines sociétés privilégient l'obéissance par de grandes images du cher leader. Le fait de rappeler aux gens leur mortalité accroît l'attrait des idées autoritaires, ce qui peut s'avérer rassurant dans le contexte de la terreur de la mort. Le sentiment que son âme est souillée semble déclencher le désir de nettoyer son corps. Un moyen fiable de faire croire aux gens au mensonge est la répétition fréquente, car la familiarité ne se distingue pas facilement de la vérité. Les mots présentés plus fréquemment ont été évalués beaucoup plus favorablement que les mots qui n'avaient été montrés qu'une ou 2 fois. Fait biologique, un organisme doit réagir avec prudence à un nouveau stimulus, avec repli sur soi et peur. Si l'exposition répétée à un stimulus n'est suivie de rien de mauvais, un tel stimulus finira par devenir un signal de sécurité. L'évaluation du risque dépend du choix d'une mesure, avec la possibilité évidente que le choix ait été guidé par une préférence pour un résultat ou un autre. Il conclut ensuite que définir le risque est donc un exercice de pouvoir, heuristique, de disponibilité.
L'expérience de familiarité possède une caractéristique simple mais puissante de passité, qui semble indiquer qu'elle est le reflet direct d'une expérience antérieure. Cette qualité de passé n'est qu'une illusion. Un nom que vous avez déjà vu vous semblera familier lorsque vous le verrez, car vous le verrez plus clairement. Les mots que vous avez déjà vus redeviennent plus faciles à voir, vous pouvez mieux les identifier que les autres mots lorsqu'ils sont affichés très brièvement ou masqués par du bruit, et vous serez plus rapide, de quelques centièmes de seconde, à les lire qu'à lire d'autres mots. Bref, vous éprouvez une plus grande facilité cognitive à percevoir un mot que vous avez vu plus tôt. Et c'est cette sensation d'aisance qui vous donne une impression de familiarité. Les informations qui ne sont pas extraites, même inconsciemment, de la mémoire, peuvent tout aussi bien ne pas exister. Le système 1 excelle dans la construction de la meilleure histoire possible qui intègre les idées actuellement activées, mais il ne peut pas autoriser les informations dont il ne dispose pas. La mesure du succès de système 1 est la cohérence de l'histoire qu'il parvient à créer. L'heuristique de disponibilité, comme les autres heuristiques de jugement, substitue une question à une autre. Vous souhaitez estimer la taille d'une catégorie ou la fréquence d'un événement, mais vous donnez une impression de facilité avec laquelle les instances vous viennent à l'esprit. Découvrez comment l'heuristique entraîne des biais en suivant une procédure simple. Listez les facteurs autres que la fréquence qui facilitent la création d'instances. Chaque facteur de votre liste sera une source potentielle de biais. Les gens sont moins confiants dans un choix, lorsqu'on leur demande de présenter plus d'arguments pour le soutenir. Les étudiants, qui ont énuméré d'autres moyens d'améliorer la classe, l'ont mieux noté. Les décès par accident ont été jugés plus de 300 fois plus susceptibles que les décès par diabète, mais le vrai ratio est de 1 pour 4. La leçon à tirer est claire, les estimations des causes de décès sont faussées par la couverture médiatique. La couverture est elle-même biaisée en faveur de la nouveauté et du poignant. La facilité avec laquelle l'idée de différents risques vient à l'esprit et les réactions émotionnelles face à ces risques sont inextricablement liées. Des pensées et des images effrayantes nous viennent particulièrement facilement, et les pensées de danger qui sont fluides et vives exacerbent la peur. Effet d'ancrage. Cela se produit lorsque les gens considèrent une valeur particulière pour une quantité inconnue avant d'estimer cette quantité. Ce qui se passe est l'un des résultats les plus fiables et les plus robustes de la psychologie expérimentale. Les estimations restent proches du nombre considéré. La même maison aura plus de valeur si son prix d'inscription est élevé que s'il est bas, même si vous êtes déterminé à résister à l'influence de ce chiffre. Tout chiffre que l'on vous demande de considérer comme une solution possible à un problème d'estimation induira un effet d'ancrage. Certains jours, un panneau sur l'étagère indiquait la limite de 12 par personne. Les autres jours, le panneau indiquait qu'il n'y avait aucune limite par personne. Les clients ont acheté en moyenne 7 canettes lorsque la limite était en vigueur, soit 2 fois plus que lorsqu'elle a été supprimée. L'ancrage n'est pas la seule explication. Le rationnement implique également que les marchandises s'envolent des rayons et que les acheteurs devraient se sentir pressés de s'approvisionner. Stéréotypes. Les stéréotypes sont des déclarations sur le groupe qui sont, du moins provisoirement, acceptées comme des faits concernant chaque membre. Voici 2 exemples. La plupart des diplômés de cette école du centre-ville vont à l'université. L'intérêt pour le vélo est très répandu en France. Ces faits vous seront rappelés lorsque vous pensez à la probabilité qu'un diplômé de l'école aille à l'université, ou lorsque vous vous demandez s'il faut aborder le Tour de France lors d'une conversation avec un Français que vous venez de rencontrer. Dans notre culture, le terme stéréotype est mal utilisé, mais dans mon sens, il est neutre. L'une des caractéristiques fondamentales du système 1 est qu'il représente les catégories sous forme de normes et d'exemples prototypiques. Dans des contextes socio-sensibles, nous ne voulons pas tirer de conclusions éventuellement erronées sur l'individu à partir des statistiques du groupe. Nous considérons qu'il est moralement souhaitable que les taux de base soient traités comme des faits statistiques concernant le groupe plutôt que comme des faits présumés concernant des individus. En d'autres termes, nous rejetons les taux de base causaux. La norme sociale contre les stéréotypes, y compris l'opposition au profilage, a grandement contribué à créer une société plus civilisée et plus égalitaire. Il est toutefois utile de se rappeler que le fait de négliger des stéréotypes valides entraîne inévitablement des jugements sous-optimaux. La résistance aux stéréotypes est une position morale louable, mais l'idée simpliste selon laquelle cette résistance ne coûte rien est fausse. Il vaut la peine d'être payé pour parvenir à une société meilleure, mais nier l'existence de ces coûts, tout en étant satisfaisant pour l'âme et politiquement correct, n'est pas scientifiquement défendable. Revenir à la moyenne. Si vous avez des doutes quant à la qualité des preuves, veillez à ce que vos jugements de probabilité restent proches du taux de base. Comment discipliner l'intuition ? Tu ne dois pas te laisser croire à tout ce qui te passe par la tête. Pour être utile, vos croyances doivent être limitées par la logique des probabilités.
Les taux de base sont importants, même en présence de preuves concernant l'affaire en cause. Les impressions intuitives quant au diagnostic des preuves sont souvent exagérées. La combinaison de babéusiati et de cohérence associative tend à nous faire croire aux histoires que nous créons pour nous-mêmes. Ancrez votre jugement quant à la probabilité d'un résultat sur un taux de base plausible. Remettez en question le diagnostic de vos preuves. Cette start-up semble vouée à l'échec, mais le taux de réussite de base du secteur est extrêmement faible. Comment savons-nous que cette affaire est différente? Ils commettent toujours la même erreur, prédire des événements rares à partir de preuves faibles. Lorsque les preuves sont faibles, il faut s'en tenir au taux de base. Un principe important de la formation professionnelle, les récompenses pour l'amélioration des performances fonctionnent mieux que la punition des erreurs. Fait significatif de la condition humaine, le feedback auquel la vie nous expose est pervers. Parce que nous avons tendance à être gentils avec les autres quand ils nous plaisent et méchants. Quand ils ne le font pas, nous sommes statistiquement punis pour notre gentillesse et récompensés pour notre méchanceté. Le Sports Illustrated Jinx. L'affirmation selon laquelle un athlète dont la photo apparaît en couverture du magazine est voué à une piètre performance la saison suivante. L'excès de confiance et la pression liée à la satisfaction d'attentes élevées sont souvent avancés comme explication. Mais il existe une explication plus simple de cette maladie. Un athlète qui fait la couverture de Sports Illustrated doit avoir réalisé des performances exceptionnelles la saison précédente, probablement grâce à un coup de chance, et la chance est inconstante. Si vous avez traité un groupe d'enfants déprimés pendant un certain temps avec une boisson énergisante, il présenterait une amélioration cliniquement significative. Il est également vrai que les enfants déprimés qui passent du temps debout sur la tête ou qui embrassent un chat 20 minutes 5 minutes par jour montreront également une amélioration. La plupart des lecteurs de tels titres en déduiront automatiquement que la boisson énergisante ou les câlins du chat ont entraîné une amélioration, mais cette conclusion est totalement injustifiée. Les enfants déprimés constituent un groupe extrême. Ils sont plus déprimés que la plupart des autres enfants et les groupes extrêmes régressent vers la moyenne au fil du temps. La corrélation entre les scores de dépression obtenus lors des tests successifs est loin d'être parfaite. Il y aura donc une régression vers la moyenne, les enfants déprimés s'amélioreront légèrement au fil du temps, même s'ils n'embrassent aucun chat et ne boivent pas de Red Bull. Pour conclure, à l'efficacité d'une boisson énergisante ou de tout autre traitement, vous devez comparer un groupe de patients recevant ce traitement à un groupe témoin qui ne reçoit aucun traitement, ou, mieux encore, reçoit un placebo. Le groupe témoin devrait s'améliorer uniquement grâce à la régression, et le but de l'expérience est de déterminer si les patients traités s'améliorent en plus que ce que la régression peut expliquer. Elle affirme que l'expérience lui a appris que la critique est plus efficace que la louange. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que tout cela est dû à une régression vers la moyenne. Peut-être que son deuxième entretien a été moins impressionnant que le premier parce qu'il avait peur de nous décevoir, mais il est fort probable que c'est le premier qui a été exceptionnellement bon. Le message de base de Built to Last et d'autres livres similaires est que les bonnes pratiques de gestion peuvent être identifiées et que les bonnes pratiques seront récompensées par de bons résultats. Les deux messages sont exagérés. La comparaison des entreprises qui ont eu plus ou moins de succès est dans une large mesure une comparaison entre des entreprises qui ont eu plus ou moins de chance. Connaissant l'importance de la chance, vous devriez être particulièrement méfiant lorsque des tendances très cohérentes se dégagent de la comparaison entre des entreprises prospères et moins prospères. En présence de hasard, les modèles réguliers ne peuvent être que des mirages. En moyenne, l'écart en termes de rentabilité des entreprises et de rendement des actions entre les entreprises les plus performantes et les entreprises moins prospères, étudié dans Built to Last, s'est réduit à presque rien au cours de la période qui a suivi l'étude. Une étude sur les entreprises les plus admirées de fortune révèle que sur une période de 20 ans, les entreprises les moins bien notées ont obtenu des rendements boursiers bien supérieurs à ceux des entreprises les plus admirées. L'écart moyen doit se réduire, car l'écart initial était dû en grande partie à la chance, qui a contribué à la fois au succès des meilleures entreprises et au retard des autres. Nous avons déjà rencontré cette réalité statistique, la régression vers la moyenne. Prédiction, le livre de Philip Tetlock, Expert Political Judgment. How good is it? Comment pouvons-nous le savoir? A rassemblé plus de 80 000 prédictions. Les experts ont obtenu de moins bons résultats que s'ils avaient simplement attribué des probabilités égales. Même dans la région qu'ils connaissaient le mieux, les experts n'étaient pas significativement meilleurs que les non-spécialistes. Les personnes qui passent leur temps et gagnent leur vie à étudier un sujet particulier produisent de moins bonnes prévisions que les singes lanceurs de fléchettes.
Mauvais vouloir, mauvais choix résultant d'erreurs de prévision affective. Éliminer la redondance de vos sources d'information est toujours une bonne idée. La magie de la réduction des erreurs ne fonctionne bien que lorsque les observations sont indépendantes et que leurs erreurs ne sont pas corrélées. Si les observateurs partagent un biais, l'agrégation des jugements ne le réduira pas. Permettre aux observateurs de s'influencer mutuellement réduit efficacement la taille de l'échantillon et par conséquent la précision de l'estimation du groupe. Pour obtenir les informations les plus utiles à partir de plusieurs sources de preuves, vous devez toujours essayer de rendre ces sources indépendantes les unes des autres. La prédiction de l'avenir ne se distingue pas d'une évaluation des preuves actuelles, la prédiction correspond à l'évaluation. Les gens sont invités à faire une prédiction, mais ils la remplacent par une évaluation des preuves, sans remarquer que la question à laquelle ils répondent n'est pas celle qui leur a été posée. Ce processus est garanti pour générer des prédictions systématiquement biaisées. Elles ignorent complètement la régression vers la moyenne. Commencez par une estimation du GPA moyen. Déterminez le GPA qui correspond à votre impression des preuves. Estimez la corrélation entre vos preuves et votre GPA. Si la corrélation est aisée de 0,30, déplacez 30 de la distance entre la moyenne et le GPA correspondant. Supposons que je prédise pour chaque golfeur participant à un tournoi que son score du jour 2 sera le même que celui du jour 1. Cette prédiction ne permet pas de régresser vers la moyenne. Les golfeurs qui ont obtenu de bons résultats le premier jour obtiendront en moyenne de moins bons résultats le deuxième jour. Et ceux qui ont obtenu de mauvais résultats s'amélioreront dans la plupart des cas. Lorsqu'elles seront finalement comparées aux résultats des réels, les prévisions non régressives s'avéreront biaisées. Ils sont en moyenne trop optimistes pour ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats le premier jour et trop pessimistes pour ceux qui ont pris un mauvais départ. De même, si vous utilisez les résultats scolaires des enfants pour prédire les notes à l'université, sans régresser vos prévisions vers la moyenne, vous serez le plus souvent déçu par les résultats scolaires des premiers lecteurs et agréablement surpris par les notes de ceux qui ont appris à lire relativement tard. Les prédictions intuitives corrigées éliminent ces biais. Une prédiction de base que vous feriez si vous ne saviez rien du cas en question. Dans le cas catégorique, il s'agissait du taux de base. Dans le cas numérique, il s'agit du résultat moyen dans la catégorie concernée. Une prédiction intuitive qui exprime le chiffre qui vous vient à l'esprit. Visez une prédiction intermédiaire entre la base de référence et votre réponse intuitive. Dans le cas par défaut d'aucune preuve utile, vous vous en tenez à la base de référence. Trouvez des raisons de douter que la corrélation entre votre jugement intuitif et la vérité soit parfaite et vous vous retrouverez quelque part entre les deux pôles. Les prédictions intuitives ont tendance à être trop confiantes et excessivement extrêmes. Corriger vos intuitions peut vous compliquer la vie. Les prévisions impartiales ne permettent de prévoir des événements rares ou extrêmes que lorsque les informations sont très bonnes. Si vous vous attendez à ce que vos prévisions soient d'une validité modeste, vous ne devinerez jamais un résultat rare ou éloigné de la moyenne. Si vos prédictions sont impartiales, vous n'aurez jamais l'expérience satisfaisante de qualifier correctement un cas extrême. Tu ne pourras jamais dire « c'est ce que je pensais ». Le test ultime d'une explication est de savoir si elle aurait rendu l'événement prévisible à l'avance. Nous ne pouvons savoir quelque chose que s'il est à la fois vrai et connaissable. Mais la crise n'était pas connue. Ce qui est pervers dans l'utilisation du savoir dans ce contexte, ce n'est pas que certaines personnes obtiennent le crédit d'une préscience qu'elles ne méritent pas. C'est que la langue implique que le monde est plus connaissable qu'il ne l'est. Cela contribue à perpétuer une illusion pernicieuse. Causale. Notre esprit est fortement biaisé en faveur des explications causales. Les étudiants s'exemptent discrètement, ainsi que leurs amis et connaissances, des conclusions d'expérience qui les surprennent. Lorsqu'ils ont présenté à leurs étudiants un fait statistique surprenant, les étudiants ont réussi à ne rien apprendre du tout. Mais lorsque les étudiants ont été surpris par des cas individuels de personnes sympathiques qui n'avaient pas aidé, ils ont immédiatement fait la généralisation. La réticence des sujets à déduire le particulier du général n'avait d'égal que leur volonté de déduire le général du particulier. Il s'agit d'une conclusion extrêmement importante. Les personnes à qui l'on enseigne des faits statistiques surprenants sur le comportement humain peuvent être impressionnées au point de raconter à leurs amis ce qu'elles ont entendu, mais cela ne signifie pas que leur compréhension du monde a vraiment changé. Le test de l'apprentissage de la psychologie est de savoir si votre compréhension des situations que vous rencontrez a changé, et non si vous avez appris un fait nouveau. Les cas individuels surprenants ont un impact puissant et constituent un outil plus efficace pour enseigner la psychologie. Car l'incongruité doit être résolue et intégrée dans une histoire causale. Vous êtes plus susceptible d'apprendre quelque chose en trouvant des surprises dans votre propre comportement qu'en entendant des faits surprenants sur les gens en général. Lorsque notre attention est attirée sur un événement, la mémoire associative en cherche la cause. Toute cause déjà enregistrée en mémoire.
Des explications causales seront évoquées lorsqu'une régression est détectée, mais elles seront erronées car la vérité est que était la régression vers la moyenne a une explication mais n'a pas de cause. Les récits explicatifs que les gens trouvent convaincants sont simples, ils sont concrets plutôt qu'abstraits. Ils attribuent une plus grande place au talent, à la stupidité et aux intentions qu'à la chance, et ils mettent l'accent sur quelques événements marquants qui se sont produits plutôt que sur les innombrables événements qui ne se sont pas produits. Caractère aléatoire, succès, talent, chance, grande réussite, un peu plus de talent, beaucoup de chance. L'idée que l'avenir est imprévisible est mise à mal chaque jour par la facilité avec laquelle le passé est expliqué. L'idée selon laquelle les grands événements historiques sont déterminés par le hasard est profondément choquante, même si elle est manifestement vraie. La ligne qui sépare un avenir peut-être prévisible de l'avenir lointain imprévisible n'a pas encore été tracée. Investissant. L'absence de partialité n'est pas toujours ce qui importe le plus. On ne dira jamais à un investisseur en capital risque que la probabilité de succès d'une start-up à ses débuts est très élevée. Lorsqu'un investisseur en capital risque cherche la prochaine grande innovation, le risque de rater le prochain Google ou Facebook est bien plus important que le risque de réaliser un investissement modeste dans une start-up qui finit par échouer. L'objectif des sociétés de capital risque était de qualifier correctement les cas extrêmes, même au prix d'une surestimation des perspectives de nombreuses autres entreprises. Certains d'entre nous peuvent avoir besoin de la sécurité d'estimations déformées pour éviter la paralysie. Si vous choisissez de vous leurrer en acceptant des prédictions extrêmes, vous feriez bien de rester conscient de votre indulgence. La contribution la plus précieuse des procédures correctives que je propose est peut-être qu'elles vous obligeront à réfléchir à vos connaissances. J'ai entendu parler de trop de personnes qui savaient bien avant qu'elle ne se produise que la crise financière de 2008 était inévitable. Lorsqu'un événement imprévu se produit, nous ajustons immédiatement notre vision du monde pour tenir compte de la surprise. Nous avons une capacité imparfaite à reconstituer les états des connaissances du passé, du passé. Une fois que vous adoptez une nouvelle vision du monde ou d'une partie de celui-ci, vous perdez immédiatement une grande partie de votre capacité à vous souvenir de ce que vous croyiez avant de changer d'avis. L'illusion d'avoir compris le passé alimente l'illusion supplémentaire que l'on peut prédire et contrôler l'avenir. Ces illusions sont réconfortantes. Ils réduisent l'anxiété que nous éprouverions si nous nous permettions de reconnaître pleinement les incertitudes de l'existence. Nous avons tous besoin d'un message rassurant selon lequel les actions ont des conséquences appropriées et que le succès récompense la sagesse et le courage. De nombreux livres d'affaires sont conçus sur mesure pour répondre à ce besoin. Lorsque vous vendez une action, ai-je demandé « Qui l'achète ?» Il a répondu en faisant un signe de la main dans la direction vague de la fenêtre, indiquant qu'il s'attendait à ce que l'acheteur soit quelqu'un d'autre qui lui ressemble beaucoup. C'était étrange, qu'est-ce qui a poussé une personne à acheter et l'autre à vendre? Qu'est-ce que les vendeurs pensaient savoir et que les acheteurs ignoraient? Une industrie importante semble reposer en grande partie sur une illusion de compétence. Les acheteurs et les vendeurs savent qu'ils ont les mêmes informations, ils échangent les actions, principalement parce qu'ils ont des opinions différentes. Si tous les actifs d'un marché sont correctement cotés, personne ne peut s'attendre à gagner ou à perdre en négociant. Les prix parfaits ne laissent aucune place à l'intelligence, mais ils protègent également les imbéciles de leur propre folie. Pour la grande majorité des investisseurs individuels, prendre une douche et ne rien faire aurait été une meilleure politique que de mettre en œuvre les idées qui leur sont venues à l'esprit. Comme on pouvait s'y attendre, les investisseurs individuels se tournent vers les entreprises qui attirent leur attention parce qu'elles font la une des journaux. Les investisseurs professionnels réagissent de manière plus sélective aux actualités. Ces résultats fournissent une certaine justification à l'étiquette d'argent intelligent que les professionnels de la finance s'appliquent à eux-mêmes. Un test de compétence de base, la persévérance. Le diagnostic de l'existence de toute compétence et la cohérence des différences individuelles en matière de réussite. L'illusion du savoir-faire n'est pas seulement une aberration individuelle, elle est profondément ancrée dans la culture de l'industrie. Les faits qui remettent en question ces hypothèses de base et menacent ainsi les moyens de subsistance et l'estime de soi des gens ne sont tout simplement pas absorbés. L'esprit ne les digère pas. L'aptitude à évaluer les perspectives commerciales d'une entreprise n'est pas suffisante pour réussir ses opérations boursières. La principale question étant de savoir si les informations concernant l'entreprise sont déjà intégrées au cours de ses actions. Les traders n'ont apparemment pas les compétences nécessaires pour répondre à cette question cruciale, mais ils semblent ignorer leur ignorance. Un grand nombre de personnes dans ce monde pensent en faire partie des quelques élus capables de faire ce que les autres ne peuvent pas faire selon eux.
Les avantages financiers du travail indépendant sont médiocres à qualifications égales. Les personnes obtiennent des rendements moyens plus élevés en vendant leurs compétences à des employeurs qu'en se lançant seuls. Tout porte à croire que l'optimisme est généralisé, obstiné et coûteux. Daniel Bernoulli a fait valoir qu'un don de 10 ducats a la même utilité pour quelqu'un qui possède déjà 100 ducats qu'un cadeau de 20 ducats à quelqu'un dont le patrimoine actuel est de 202 ducats. La réponse psychologique à un changement de patrimoine est inversement proportionnelle au montant initial du patrimoine. Un décideur dont l'utilité marginale pour la richesse diminue sera réticent à prendre des risques. Beaucoup plus susceptible de tenter sa chance comme le font les autres lorsqu'ils sont confrontés à de très mauvaises options. Une fois que vous avez accepté une théorie et que vous l'avez utilisée comme outil de réflexion, il est extrêmement difficile d'en remarquer les failles. Si vous tombez sur une observation qui ne semble pas correspondre au modèle, vous supposez qu'il doit y avoir une explication parfaitement bonne indiquant que vous êtes absente d'une manière ou d'une autre. Vous accordez le bénéfice du doute à la théorie en faisant confiance à la communauté d'experts qui l'a acceptée. Ne pas croire est un travail difficile et Système 2 se fatigue facilement. Les gens cherchent à prendre des risques lorsque toutes leurs options sont mauvaises. Les organismes qui considèrent les menaces comme étant plus urgentes que les opportunités ont de meilleures chances de survivre et de se reproduire. Dans les paris mixtes, où un gain et une perte sont possibles, l'aversion aux pertes entraîne des choix extrêmement peu risqués. Dans les mauvais choix, où une perte certaine est comparée à une perte plus importante qui est simplement probable, la diminution de la sensibilité entraîne une recherche de risque. Utilité marginale décroissante, plus vous avez de loisirs, moins vous vous souciez d'une journée supplémentaire, et chaque jour supplémentaire vaut moins que le précédent. De même, plus vous avez de revenus, moins vous vous souciez d'un dollar de plus, et le montant que vous êtes prêt à renoncer pour une journée de loisirs supplémentaire augmente. Une supposition erronée, votre utilité pour un état de choses dépend uniquement de cet état et n'est pas affectée par votre histoire. Lorsque vous achetez des chaussures, le commerçant qu'ils abandonne en échange d'argent ne ressent certainement aucune perte. En effet, les chaussures qu'il remet ont toujours été, de son point de vue, un indicateur fastidieux de l'argent qu'il espérait percevoir auprès d'un consommateur. De plus, vous ne percevez probablement pas le fait de payer le marchand comme une perte, car vous déteniez de l'argent en tant que proxy pour les chaussures que vous aviez l'intention d'acheter. Les chaussures que le marchand vous vend et l'argent que vous dépensez sur votre budget pour les chaussures sont conservés pour échange. Ils sont destinés à être échangés contre d'autres biens. Les autres produits, tels que le vin et les billets pour le Super Bowl, sont conservés pour usage pour être consommés ou dégustés d'une autre manière. Votre temps libre et le niveau de vie que vos revenus soutiennent ne sont pas non plus destinés à la vente ou à l'échange. Seuls 18 des commerçants inexpérimentés étaient habitués à échanger leurs cadeaux contre un autre. À l'inverse, les traders expérimentés n'ont montré aucune trace d'effet de dotation. 48 d'entre eux ont négocié. Les gens pauvres pensent comme des traders, mais ils ont tous le choix entre les pertes. L'argent dépensé pour un bien représente la perte d'un autre bien qui aurait pu être acheté à la place. Pour les pauvres, les coûts sont des pertes. J'ai demandé à un ami s'il accepterait de jouer au tirage au sort d'une pièce au cours de laquelle il pourrait perdre $100 ou gagner $200. Son ami a répondu « Je ne parierai pas parce que je ressentirai la perte de $100 plus que le gain de $200. Mais je t'accepterai si tu me promets de me laisser taiser et de me laisser faire sans pari de ce type. » Je comprends votre aversion à l'idée de perdre un pari, mais cela vous coûte cher. Est-ce que la dernière offre d'un petit pari favorable que vous envisagerez? Vous aurez de nombreuses occasions d'envisager des paris attrayants avec des mises très faibles par rapport à votre patrimoine. Vous vous rendrez une grande faveur financière si vous pouvez considérer chacun de ces paris comme faisant partie d'un ensemble de petits paris. Répétez le mantra qui vous rapprochera nettement de la rationalité économique, vous gagnez quelques points, vous en perdez quelques-uns. Le but principal du mantra est de contrôler votre réaction émotionnelle lorsque vous perdez. Le mantra fonctionne lorsque les paris sont réellement indépendants les uns des autres, il ne s'applique pas à des investissements multiples dans le même secteur, qui tourneraient tous mal ensemble. Cela ne fonctionne que lorsque la perte éventuelle ne vous inquiète pas pour votre patrimoine total. Si vous considérez cette perte comme une mauvaise nouvelle pour votre avenir économique, surveillez-la. Reviez-la. Il ne doit pas être appliqué au tir long, où la probabilité de gagner est très faible pour chaque pari. Si vous faites preuve de la discipline émotionnelle requise par cette règle, vous n'envisagerez jamais un petit pari isolément et vous n'aurez jamais peur de perdre un petit pari. Un cadre général a atténué la réaction émotionnelle face aux pertes et a accru la volonté de prendre des risques.
La combinaison de l'aversion aux pertes et d'un cadrage étroit constitue une malédiction coûteuse. Les investisseurs individuels peuvent éviter cette malédiction en profitant des avantages émotionnels d'un cadre général tout en économisant du temps et de l'angoisse, en réduisant la fréquence à laquelle ils vérifient la performance de leurs investissements. Suivre de près les fluctuations quotidiennes est une solution perdante, car la douleur des petites pertes fréquentes l'emporte sur le plaisir que procurent les petits gains tout aussi fréquents. L'évitement délibéré de l'exposition à des résultats à court terme améliore la qualité des décisions et des résultats. L'engagement à ne pas modifier sa position pendant plusieurs périodes, ce qui équivaut à bloquer un investissement, améliore la performance financière. Disposer d'une politique de gestion des risques qu'ils appliquent régulièrement chaque fois qu'un problème pertinent survient. Parmi les exemples courants de polices d'assurance, citons: prenez toujours la franchise la plus élevée possible lorsque vous souscrivez une assurance et ne souscrivez jamais à des garanties prolongées. Une politique de gestion des risques est un cadre général. Réduisez ou éliminez les pertes occasionnelles en pensant que la police qui vous a exposé à cette situation sera certainement financièrement avantageuse à long terme. Le point de vue extérieur et la politique de gestion des risques permettent de remédier à deux biais distincts qui influent sur de nombreuses décisions: l'optimisme exagéré lié à l'erreur de planification et la prudence exagérée induite par l'aversion aux pertes. Les cadres supérieurs des 25 divisions d'une grande entreprise. Il leur a demandé d'envisager une option risquée dans laquelle, avec des probabilités égales, ils pourraient perdre une grande partie du capital qu'ils contrôlaient ou gagner le double de ce montant. Aucun des dirigeants n'était prêt à prendre un pari aussi dangereux. Thaler s'est ensuite tourné vers le PDG de l'entreprise, qui était également présent, et lui a demandé son avis. Sans hésiter, le PDG a répondu « J'aimerais qu'ils acceptent tous leurs risques ». Dans le cadre de cette conversation, il était naturel que le PDG adopte un cadre général englobant les 25 paris. Il pouvait compter sur l'agrégation statistique pour atténuer le risque global. L'argent est un indicateur des points sur une échelle d'estime de soi et de réussite. Des études financières ont mis en évidence une préférence massive pour la vente des gagnants plutôt que des perdants. Un biais auquel on a attribué une étiquette opaque, l'effet de disposition. L'effet de disposition est un exemple de cadrage étroit. L'investisseur a ouvert un compte pour chaque action qu'elle a achetée et souhaite fermer chaque compte en guise de gain. Un agent rationnel aurait une vision globale du portefeuille. L'erreur des coûts irrécupérables maintient les gens trop longtemps dans des emplois précaires, des mariages malheureux et des projets de recherche peu prometteurs. Algorithmes. Chacun de ces domaines comporte un degré important d'incertitude et d'imprévisibilité. Nous les décrivons comme des environnements à faible validité. Dans tous les cas, la précision des experts a été égalée ou dépassée par un algorithme simple. Prédiction clinique ou statistique, une analyse théorique et un examen des preuves. Orley Ashenfelter a fait une démonstration convaincante de la puissance des statistiques simples pour surpasser les experts de renommée mondiale. Ashenfelter souhaitait prédire la valeur future des grands vins de Bordeaux à partir des informations disponibles l'année de leur élaboration. Ashenfelter a converti ses connaissances conventionnelles en une formule statistique qui prédit le prix d'un vin pour une propriété particulière et à un âge donné en fonction de 3 caractéristiques météorologiques: la température moyenne pendant la saison de croissance estivale, la quantité de pluie au moment des vendanges et les précipitations totales de l'hiver précédent. Sa formule fournit des prévisions de prix précises pour les années, voire les décennies à venir. En effet, sa formule prévoit les prix futurs avec beaucoup plus de précision que ne le font les prix actuels des vins jeunes. La formule d'Ashenfelter est extrêmement précise. La corrélation entre ses prévisions et les prix réels est supérieure à 90. Pourquoi les experts sont-ils inférieurs aux algorithmes? L'une des raisons, soupçonnée par Mihail, est que les experts essaient d'être intelligents, de sortir des sentiers battus et de prendre en compte des combinaisons complexes de caractéristiques pour faire leurs prédictions. La complexité peut fonctionner dans certains cas, mais le plus souvent, elle réduit la validité. Les combinaisons simples de fonctionnalités sont préférables. Les décideurs humains sont inférieurs à une formule de prédiction, même lorsqu'on leur attribue le score suggéré par la formule. Ils estiment qu'ils peuvent annuler la formule parce qu'ils disposent d'informations supplémentaires. Il existe peu de circonstances dans lesquelles il est judicieux de substituer le jugement à une formule. Dans une célèbre expérience de pensée, il a décrit une formule qui prédit si une personne en particulier ira au cinéma ce soir et a noté qu'il est approprié de ne pas tenir compte de la formule si l'on reçoit des informations selon lesquelles la personne s'est cassé une jambe aujourd'hui. L'appellation règle des jambes cassées est restée. Le fait est, bien sûr, que les jambes cassées sont très rares et décisives. Pour optimiser la précision prédictive, les décisions finales doivent être laissées aux formules, en particulier dans les environnements à faible validité.
Il est possible de développer des algorithmes utiles sans aucune recherche statistique préalable. Des formules simples, à pondération égale basées sur des statistiques existantes ou sur le bon sens sont souvent de très bons prédicteurs de résultats significatifs. La stabilité conjugale est bien prédite par une formule fréquence des rapports sexuels moins fréquence des querelles. Un algorithme construit au dos d'une enveloppe est souvent suffisant pour concurrencer une formule pondérée de manière optimale, et certainement assez bon pour surpasser le jugement des experts. Si vous voulez vraiment embaucher la meilleure personne possible pour le poste, c'est ce que vous devez faire. Tout d'abord, sélectionnez quelques caractéristiques indispensables à la réussite dans ce poste. Compétences techniques, personnalité engageante, fiabilité, etc. N'en faites pas trop, 6 dimensions est un bon chiffre. Les traits que vous choisissez doivent être aussi indépendants que possible les uns des autres, et vous devez avoir le sentiment de pouvoir les évaluer de manière fiable en posant quelques questions factuelles. Ensuite, dressez une liste de ces questions pour chaque trait et réfléchissez à la façon dont vous allez le noter, disons sur une échelle de 1 à 5. Collectez des informations sur un trait à la fois, en notant chacun avant de passer au suivant. Ne sautez pas. Pour évaluer chaque candidat, additionnez les 6 notes. Décidez fermement d'embaucher le candidat dont le score final est le plus élevé, même s'il y en a un autre que vous préférez. Essayez de résister à votre souhait d'inventer des jambes cassées pour changer de classement. Vue extérieure. Prédiction de base. La prédiction que vous faites à propos d'un cas si vous ne savez rien d'autre que la catégorie à laquelle il appartient. La prévision de base devrait servir de point d'ancrage pour d'autres ajustements. Les personnes qui disposent d'informations sur un cas individuel ressentent rarement le besoin de connaître les statistiques de la classe à laquelle appartient le cas. Quelles sont les chances que l'accusé gagne dans des affaires comme celle-ci? Sa réponse tranchante. Chaque cas est unique. L'accent mis sur le caractère unique des cas est également courant en médecine. Malgré les récents progrès de la médecine fondée sur des preuves qui indiquent le contraire. Une enquête menée auprès de propriétaires américains qui avaient rénové leur cuisine a révélé qu'ils s'attendaient en moyenne à ce que le travail coûte 18 658 $. En fait, ils ont fini par payer en moyenne 38 769 $. La plus grande responsabilité pour éviter l'erreur de planification incombe aux décideurs qui approuvent le plan. S'ils ne reconnaissent pas la nécessité d'un point de vue extérieur, ils commettent une erreur de planification. La tendance généralisée à sous-pondérer ou à ignorer les informations distributionnelles est peut-être la principale source d'erreur dans les prévisions. Les planificateurs devraient donc tout mettre en œuvre pour définir le problème de prévision de manière à faciliter l'utilisation de toutes les informations distributives disponibles. Cela peut être considéré comme le conseil le plus important concernant la manière d'accroître la précision des prévisions grâce à des méthodes améliorées. Identifiez une classe de référence appropriée, rénovation de cuisine, grands projets ferroviaires, etc. Obtenir les statistiques de la classe de référence en termes de coût par mille de chemin de fer ou de pourcentage de dépassement du budget par rapport au budget. Utiliser les statistiques sont pour générer une prévision de base. Utilisez des informations spécifiques sur le cas pour ajuster la prévision de base. S'il existe des raisons particulières de s'attendre à ce que le biais optimiste soit plus ou moins prononcé dans ce projet que dans d'autres projets du même type. Les dirigeants sont trop facilement victimes de cette erreur de planification. Sous son emprise, ils prennent des décisions fondées sur un optimisme délirant plutôt que sur une pondération rationnelle des gains, des pertes et des probabilités. Ils surestiment les avantages et sous-estiment les coûts. Ils élaborent des scénarios de réussite tout en négligeant les risques d'erreur et de mauvais calculs. Par conséquent, ils mettent en œuvre des initiatives qui ont peu de chances de respecter le budget ou les délais ou de produire les résultats escomptés, voire d'être menés à bien. De ce point de vue, les gens entreprennent souvent, mais pas toujours, des projets risqués parce qu'ils sont trop optimistes quant aux chances auxquelles ils sont confrontés. C'est une explication des raisons pour lesquelles les gens plaident, pourquoi ils déclenchent des guerres et pourquoi ils ouvrent de petites entreprises. Si vous êtes génétiquement doté d'un biais optimiste, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous êtes une personne chanceuse, vous vous sentez déjà chanceuse. Une attitude optimiste est en grande partie héréditaire et fait partie d'une disposition générale au bien-être, qui peut également inclure une préférence pour voir le bon côté des choses. Si l'on vous a accordé un seul souhait pour votre enfant, envisagez sérieusement de lui souhaiter de l'optimisme. Les optimistes sont normalement joyeux et heureux et donc populaires, ils font preuve de résilience lorsqu'il s'agit de s'adapter aux échecs et aux difficultés, leurs risques de dépression clinique sont réduits, leur système immunitaire est plus fort, ils prennent mieux soin de leur santé, ils se sentent en meilleure santé que les autres et sont même susceptibles de vivre plus longtemps. Une étude menée auprès de personnes qui exagèrent leur espérance de vie au-delà des prévisions actuarielles a montré qu'elles travaillaient de plus longues heures et étaient plus optimistes
quant à leur avenir. Les personnes optimistes jouent un rôle disproportionné dans le façonnement de nos vies. Leurs décisions font toute la différence, ce sont les inventeurs, les entrepreneurs, les dirigeants politiques et militaires, pas des citoyens ordinaires. Ils en sont arrivés là en relevant les défis et en prenant des risques. Ils sont talentueux et ils ont eu de la chance, certainement plus qu'ils ne le pensent. Les personnes qui ont la plus grande influence sur la vie des autres sont susceptibles d'être optimistes et trop confiantes, et de prendre plus de risques qu'elles ne le pensent. Ces individus persévérants ou obstinés ont doublé leurs pertes initiales avant d'abandonner. Fait significatif, la persistance après des conseils décourageants était relativement courante chez les inventeurs qui avaient obtenu un score élevé en termes d'optimisme. Les dommages causés par des PDG trop confiants sont aggravés lorsque la presse économique les qualifie de célébrités. Les preuves indiquent que les prix de presse prestigieux décernés aux PDG coûtent cher aux actionnaires. Les auteurs écrivent « Nous constatons que les entreprises dont les PDG ont été primés sont par la suite sous-performantes, à la fois en termes de performance boursière et opérationnelle. Dans le même temps, la rémunération des PDG augmente. Les PDG consacrent plus de temps à des activités extérieures à l'entreprise, telles que la rédaction de livres et la participation à des conseils d'administration externes, et ils sont plus susceptibles de s'occuper de la gestion des bénéfices. Pour expliquer l'optimisme entrepreneurial, les biais cognitifs jouent un rôle important. Nous nous concentrons sur notre objectif, nous nous appuyons sur notre plan et négligeons les taux de base pertinents, ce qui nous expose à une erreur de planification. Nous nous concentrons sur ce que nous voulons et pouvons faire, en négligeant les plans et les compétences des autres. Tant pour expliquer le passé que pour prédire l'avenir, nous nous concentrons sur le rôle causal de l'habileté et négligeons le rôle de la chance. Nous sommes donc enclins à une illusion de contrôle. Nous nous concentrons sur ce que nous savons et négligeons ce que nous ne savons pas, ce qui nous rend trop confiants dans nos convictions. J'ai eu plusieurs occasions de poser une question aux fondateurs et aux participants de start-up innovantes. Dans quelle mesure le résultat de vos efforts dépendra-t-il de ce que vous faites dans votre entreprise? C'est évidemment une question facile. La réponse arrive rapidement et, dans mon petit échantillon, elle n'a jamais été inférieure à 80. Même lorsqu'ils ne sont pas sûrs de réussir, ces personnes audacieuses pensent que leur destin est presque entièrement entre leurs mains. Ils ont certainement tort, le succès d'une start-up dépend autant des résultats de ses concurrents et de l'évolution du marché que de ses propres efforts. Cependant, WICAT joue son rôle et les entrepreneurs se concentrent naturellement sur ce qu'ils connaissent le mieux, leurs plans et leurs actions, ainsi que les menaces et opportunités les plus immédiates, telles que la disponibilité de financement. Ils en savent moins sur leurs concurrents et trouvent donc naturel d'imaginer un avenir dans lequel la concurrence jouera peu de rôle. Les entreprises qui échouent, mais qui proposent de nouveaux marchés à des concurrents plus qualifiés, sont des martyrs optimistes, ce qui est bon pour l'économie, mais mauvais pour leurs investisseurs. Une enquête dans laquelle les directeurs financiers de grandes entreprises ont estimé les rendements de l'indice Standard & Poor's au cours de l'année suivante. Les chercheurs de Duke ont collecté 11 600 prévisions de ce type et ont examiné leur exactitude. La conclusion était simple, les responsables financiers des grandes entreprises n'avaient aucune idée de l'avenir à court terme du marché boursier. La corrélation entre leurs estimations et la valeur réelle était légèrement inférieure à 0. Lorsqu'ils ont annoncé que le marché allait baisser, il était légèrement plus probable qu'improbable qu'il augmente. La réponse qu'un directeur financier honnête pourrait donner est tout simplement ridicule. Un directeur financier qui informe ses collègues qu'il y a de fortes chances que les rendements du S&P se situent entre -10 et +30 peut s'attendre à se faire rire. Le large intervalle de confiance est un aveu d'ignorance, ce qui n'est pas socialement acceptable pour une personne rémunérée pour s'y connaître en matière financière. Même s'ils savaient à quel point ils en savent peu, les dirigeants seraient pénalisés s'ils l'admettaient. Les facteurs émotionnels, cognitifs et sociaux qui favorisent un optimisme exagéré sont une préparation enivrante, ce qui amène parfois les gens à prendre des risques qu'ils éviteraient s'ils connaissaient les probabilités. La contribution de l'optimisme à une bonne mise en œuvre est certainement positive. Le principal avantage de l'optimisme est la résilience face aux revers. Une personne dépourvue d'un sens délirant de l'importance perdra de vue face à l'expérience répétée de multiples petits échecs et de rares succès. Le destin de la plupart des petites entreprises. Lorsque l'organisation a presque pris une décision importante mais ne s'est pas officiellement engagée, Klein propose de réunir pour une brève session un groupe de personnes bien informées au sujet de la décision. La prémisse de la session est un bref discours. Imaginez que nous sommes dans un an. Nous avons mis en œuvre le plan tel qu'il existe actuellement. Le résultat a été un désastre. Veuillez prendre 5 à 10 minutes pour écrire un bref historique de cette catastrophe. Prémortem présente 2 avantages principaux.
Il permet de surmonter la pensée de groupe qui affecte de nombreuses équipes une fois qu'une décision semble avoir été prise, et il libère l'imagination de personnes compétentes dans une direction bien méritée. Pertes. Nous avons soumis notre essai à Econometrica, une revue qui publie d'importants articles théoriques en économie et en théorie de la décision. Le choix du lieu s'est avéré important si nous avions publié le même article dans une revue de psychologie. Cela n'aurait probablement eu que peu d'impact sur l'économie. Cependant, notre décision n'était pas guidée par le désir d'influencer l'économie. Econometrica était justement l'endroit où les meilleurs articles sur la prise de décision avaient été publiés par le passé. Et nous aspirions à faire partie de cette entreprise. Un seul cafard détruira complètement l'attrait d'un bol de cerises, mais une cerise ne fera rien pour un bol de cafard. Les mauvaises émotions, les mauvais parents et les mauvais commentaires ont plus d'impact que les bonnes. Et les mauvaises informations sont traitées de manière plus approfondie que les bonnes. Le moi est plus motivé pour éviter les mauvaises définitions. C'est mon métier. Je me sais la définition de soi que pour en rechercher de bonnes. Les mauvaises impressions et les mauvais stéréotypes se forment plus rapidement et résistent mieux à la réfutation que les bons. Le succès à long terme d'une relation dépend beaucoup plus de la nécessité d'éviter le négatif que de la recherche du positif. Une amitié qui peut prendre des années à se développer peut être ruinée par une seule action. L'aversion à l'échec de ne pas atteindre l'objectif est bien plus forte que le désir de le dépasser. Les gens adoptent souvent des objectifs à court terme qu'ils s'efforcent d'atteindre mais pas nécessairement de dépasser. Ils sont susceptibles de réduire leurs efforts lorsqu'ils ont atteint un objectif immédiat, avec des résultats qui vont parfois à l'encontre de la logique économique. Les joueurs faisaient un peu plus d'efforts lorsqu'ils mettaient pour atteindre le par, pour éviter un bogey, que lorsqu'ils cherchaient un birdie. L'aversion aux pertes crée une asymétrie qui rend les accords difficiles à conclure. Les concessions que vous me faites sont mes gains. Mais ce sont vos pertes, elles vous font beaucoup plus de peine qu'elles ne me font plaisir. Inévitablement, vous leur accorderez une plus grande valeur que moi. Les négociateurs font souvent semblant d'être profondément attachés à quelque chose de bien. Bien qu'ils considèrent cet avantage comme une monnaie d'échange et aient finalement l'intention de le donner en échange, parce que les négociateurs sont influencés par une norme de réciprocité. Une concession présentée comme douloureuse appelle une concession tout aussi douloureuse et peut-être tout aussi inauthentique de la part de l'autre partie. Un biologiste a observé que lorsqu'un détenteur d'un territoire est défié par un rival, le propriétaire gagne presque toujours le concours, généralement en quelques secondes. La punition altruiste s'accompagne d'une activité accrue dans les centres du plaisir du cerveau. Il semble que le maintien de l'ordre social et des règles d'équité de cette manière soit une récompense en soi. Le châtiment altruiste pourrait bien être le ciment qui unit les sociétés. Les gens attachent de la valeur aux gains et aux pertes plutôt qu'à la richesse. Le quadruple schéma des préférences aussi nuances est considéré comme l'une des principales réalisations de la théorie des perspectives. Lorsque vous envisagez de choisir entre une perte sûre et un pari avec une probabilité élevée d'une perte plus importante, une sensibilité décroissante rend la perte sûre plus aversive et l'effet de certitude réduit l'aversivité du pari. C'est là que les personnes confrontées à de très mauvaises options prennent des paris désespérés, acceptant une forte probabilité d'aggraver les choses en échange d'un petit espoir d'éviter une perte importante. Une telle prise de risque transforme souvent des échecs gérables en catastrophes. L'idée d'accepter une perte importante et certaine est trop douloureuse, et l'espoir d'un soulagement complet est trop alléchant pour prendre la décision sensée qu'il est temps de réduire ses pertes. C'est là que les entreprises qui perdent du terrain face à une technologie de pointe gaspillent leurs actifs restants dans de vaines tentatives de rattrapage. Parce que la défaite est si difficile à accepter, le camp perdant dans les guerres combat souvent bien au-delà du point où la victoire de l'autre camp est certaine. Les gens s'attendent à avoir des réactions émotionnelles plus fortes, y compris des regrets, face à un résultat produit par l'action qu'à un résultat identique produit par l'inaction. Soyez explicite quant à l'anticipation de regrets. Les gens anticipent généralement plus de regrets qu'ils n'en éprouveront réellement, car ils sous-estiment l'efficacité des défenses psychologiques qu'ils vont déployer, qu'ils qualifient de système immunitaire psychologique. Ils vous recommandent de ne pas accorder trop d'importance aux regrets, même si vous en avez, cela vous fera moins mal que vous ne le pensez maintenant. Lorsque vous observez des cas isolément, vous êtes susceptible d'être guidé par une réaction émotionnelle du système 1. Accepteriez-vous un pari qui offre 10 de chance de gagner 95 $ et 90 de chance de perdre 5 $? Payeriez-vous 5 $ pour participer à une loterie qui offre 10 chances de gagner 100 $ et 90 chances de ne rien gagner? Un mauvais résultat est beaucoup plus acceptable s'il est présenté comme le coût d'un billet de loterie qui n'a pas gagné que s'il est simplement décrit comme la perte d'un pari. Il ne faut pas s'étonner, les pertes suscitent des sentiments négatifs plus forts que les coûts. Les tendances à l'approche ou à l'évitement sont évoquées par les mots.
Et nous nous attendons à ce que le système 1 soit biaisé en faveur de l'option sûre lorsqu'elle essaie désignée comme KIP et contre cette même option lorsqu'elle essaie désignée comme lose. Les décideurs ont tendance à préférer la certitude au pari. Ils sont réticents au risque. Lorsque les résultats sont bons, ils ont tendance à rejeter la certitude et à accepter le pari. Ils recherchent le risque lorsque les deux résultats sont négatifs. Le système 1 apporte une réponse immédiate à toute question concernant les riches et les pauvres. En cas de doute, favorisez les pauvres. Vos sentiments moraux sont attachés à des cadres, à des descriptions de la réalité plutôt qu'à la réalité elle-même. Éprouvant. Le moi qui fait l'expérience est celui qui répond à la question « Est-ce que ça fait mal maintenant ?» Le moi qui se souvient est celui qui répond à la question « Comment c'était ?» Dans l'ensemble, les souvenirs sont tout ce que nous pouvons garder de notre expérience de vie. Et la seule perspective que nous pouvons adopter lorsque nous pensons à notre vie est donc celle du moi qui se souvient. Confondre l'expérience avec le souvenir de celle-ci est une illusion cognitive convaincante. Et c'est cette substitution qui nous fait croire qu'une expérience passée peut être ruinée. Le moi qui fait l'expérience n'a pas de voix. Le moi qui se souvient a parfois tort, mais c'est lui qui compte et qui régit ce que nous apprenons de la vie, et c'est lui qui prend les décisions. Ce que nous apprenons du passé, c'est de maximiser les qualités de nos souvenirs futurs, pas nécessairement de notre expérience future. Mon enfance heureuse, je pleurais toujours quand ma mère venait m'arracher à mes jouets pour m'emmener au parc. Et je pleurais encore quand elle m'emmenait loin des balançoires et du toboggan. La résistance à l'interruption était un signe que j'avais passé un bon moment, à la fois avec mes jouets et avec les balançoires. À des intervalles aléatoires au cours de la journée, le téléphone présente un bref menu de questions sur ce que faisait la répondante et qui était avec elle lorsqu'elle a été interrompue. Des échelles d'évaluation sont également présentées aux participants pour indiquer l'intensité de divers sentiments: bonheur, tension, colère, inquiétude, engagement, douleur physique, etc. Le pourcentage de temps dédié qu'une personne passe dans un état désagréable est l'indice U. Par exemple, une personne qui a passé 4 heures d'une journée de 16 heures éveillée dans un état désagréable aurait un indice U de 25. Notre état émotionnel est largement déterminé par ce à quoi nous nous occupons et nous nous concentrons normalement sur notre activité actuelle et notre environnement immédiat. Pour avoir du plaisir à manger, par exemple, vous devez remarquer que vous le faites. Les Américains étaient beaucoup plus enclins à combiner l'alimentation avec d'autres activités, et leur plaisir de manger était dilué en conséquence. Le fait d'initier les élèves à l'idée de richesse réduit le plaisir que leur visage exprime lorsqu'ils mangent une tablette de chocolat. Les objectifs font toute la différence. 19 ans après avoir fait part de leurs aspirations financières, de nombreuses personnes qui souhaitaient un revenu élevé y sont parvenues. Chaque point supplémentaire sur l'échelle d'importance financière était associé à une augmentation de plus de 14 000 $ du revenu d'emploi. Les objectifs que les gens se fixent sont tellement importants pour ce qu'ils font et ce qu'ils en pensent qu'il est impossible de se concentrer exclusivement sur le bien-être ressenti. Nous ne pouvons pas adopter une conception du bien-être qui ignore ce que veulent les gens. Rien dans la vie n'est aussi important que vous le pensez quand vous y pensez.